10. Bonsoir à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Voici enfin une vidéo review de Great Balls of Fire, ça y est, elle est arrivée, avec un peu de retard, il y a eu la semaine de travail et heureusement aujourd'hui c'est férié, donc j'ai pu enfin regarder le show et faire cette vidéo pour réagir dessus. Voilà, j'espère que malgré ce retard et voilà, malgré le nombre évidemment important de réactions qu'il y a eu tout au long de la semaine, vous ne serez pas lassés et vous n'aurez pas, vous aurez quand même encore un peu envie d'entendre les réactions d'une autre personne, parce que j'ai cru voir un peu ici ou là que c'était beaucoup partagé, ce pay-per-view, il avait suscité beaucoup de réactions diverses et variées, et il y en a qui ont beaucoup aimé, et il y en a qui l'ont moins aimé visiblement, donc vous allez bien voir ce que j'en ai pensé, mais au vu du titre que vous avez pu voir de ma vidéo, vous avez déjà eu un petit aperçu de ce que j'en ai pensé. On va commencer tout de suite par le kick-off avec Neville qui défendait son titre Cruiserweight face à Akira Tozawa. Alors c'était un match d'un peu plus de 10 minutes qui est passé finalement assez vite. L'alchimie en tout cas entre les deux lutteurs est plutôt intéressante à regarder, et clairement cette rivalité mérite d'être prolongée sur 2 ou 3 matchs supplémentaires, car les deux lutteurs ont montré de belles choses, et la rudesse de Neville je trouvais se mariait très bien avec le catch un peu virevoltant de Tozawa, et même parfois strong style. Le match se finit avec Tozawa qui était à califourchon sur la 3e corde, et Neville qui a donné un grand coup de pied dedans sur la corde pour lui appliquer encore plus de pression et le faire retomber, et Neville l'emporte finalement comme ceci, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque comme on pouvait s'y attendre, cette fin de match laissait ouvert un prolongement de la feud, ce qui paraissait donc logique vu que la feud ne faisait que commencer. Tozawa a d'ailleurs réclamé, on l'a vu en coulisses, un rematch à Titus O'Neil dans les vestiaires, donc après le match. À noter d'ailleurs que Titus O'Neil n'a pas eu d'incidence sur le match, ce qui aurait pu être possible. En tout cas concernant la note de ce match, c'était un match classique de kick-off, relativement court, plutôt bon, mais qui mériterait je pense davantage de temps et d'exposition. Donc j'espère voir la revanche à SummerSlam dans le pay-per-view cette fois-ci, et non dans le kick-off, avec une vraie durée au moins un quart d'heure, et ça mérite vraiment mieux que ça, et j'attends d'en voir davantage entre ces deux lutteurs, et pas passer tout de suite à un autre adversaire comme par exemple Cedric Alexander qui serait tout à fait un adversaire aussi crédible, mais j'ai quand même envie de voir à nouveau Tozawa avec Neville. Donc le match que j'ai noté 6 sur 10. On passe tout de suite à la carte principale avec l'opener qui fut Seth Rollins qui affrontait donc Bray Wyatt. Alors j'ai été étonné par ce choix d'opener en tout cas, parce que avec 4 matchs de championnat qui étaient prévus sur la carte, et 3 matchs seulement sans titre en jeu, je pense qu'il aurait été plus judicieux de démarrer par un match de championnat afin d'avoir un pay-per-view mieux équilibré, et par exemple avoir en alternance un match de championnat et un match sans titre en jeu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors le match fut plutôt court, il a duré 12 minutes plus exactement. Le rythme était plutôt lent à l'image de Bray Wyatt en général, même si on l'a vu quand même avoir quelques fulgurances. Le match se termine comme on pouvait s'y attendre, de façon controversée, avec Wyatt qui aveugle Rollins avant de lui porter son Sister Abigail pour le compte de 3. Donc victoire finalement plutôt logique de Wyatt, qui en avait beaucoup plus besoin que Rollins je pense. Même si c'était comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, le match le plus indécis, Rollins s'était donné favori, et puis finalement Wyatt au fil du week-end était repassé devant. Donc finalement c'est pas tant une surprise que ça, les deux pouvaient l'emporter, et comme je vous le disais, ça pouvait de toute façon se prolonger avec une victoire de l'un et une victoire de l'autre dans un autre combat, notamment à Raw.
Combat qui a d'ailleurs eu lieu hein, le lendemain. Et surprenamment, c'est Wyatt qui l'a emporté. Donc Wyatt, finalement, en est déjà à 2-0 face à Rollins. Donc on a l'impression que la feud est déjà terminée. Et que Rollins va plutôt passer maintenant aux mises. Hein, enfin, on va en reparler tout à l'heure. En tout cas, le match, voilà, il était assez banal, d'un match d'un niveau raw. Voilà, c'était pas fameux, hein, c'était assez oubliable, on va dire. Voilà, ni plus ni moins, un match qui n'a pas le relief pour moi d'un match de pay-per-view. Assez frustrant, je pense qu'il pouvait vraiment mieux faire. Et ça me frustre encore davantage d'avoir vu ce match en opener, hein, puisque pour moi un opener c'est fait pour chauffer la salle et lancer ce pay-per-view tambour battant quoi, sur des chapeaux de roue. Là, voilà, c'était pas un match pour moi qui était propice à être un opener. En tout cas, la note, elle est pas terrible, c'est 6 sur 10. On passe au match suivant entre Enzo Amore et Big Cass. Alors on a eu une bonne promo hein, d'Enzo pour commencer, hein. Mais après à un moment donné j'ai commencé à me lasser, je l'ai trouvé bien trop longue. Même si voilà, il a rien à dire hein, en promo, Enzo il tue tout, hein, faut le reconnaître. Mais je l'ai trouvé quand même bien longue. En plus j'attendais avec impatience le nouveau thème et même la nouvelle tenue de Cass. Alors finalement le thème j'étais assez déçu, hein, je trouve que ça ressemble un peu trop, hein, d'ailleurs un peu à l'ancien thème de Titus O'Neil hein, lorsqu'il était heel. Hein. Si vous vous souvenez un peu là, le down 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 down, quelque chose un peu voilà, un peu saccadé comme ça. Voilà, j'ai trouvé un peu trop commercial, un peu trop voilà. CFO, hein, celui qui s'occupe des musiques à WWE, voilà, parfois il fait des bonnes choses, mais parfois voilà, il y a quand même beaucoup de déchets. Là, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu raté. Et puis sa tenue, bon, il n'y a pas eu grand chose d'innovant, hein, si ce n'est qu'il voilà, il y avait un logo du quartier du Queens hein, sur son slip et que derrière il y avait une sorte de tag que j'ai pas réussi à déchiffrer. Voilà, moi je m'attendais à quelque chose un peu nouveau, un truc un peu plus badass, vraiment quelque chose qui le démarque de ce qu'il avait lorsqu'il était en team avec Enzo. Bon, voilà, c'était un peu une déception, je trouve. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus badass. Concernant le match, hein, bon, y a pas grand chose à dire, hein, ça fait exactement le scénario auquel on pouvait s'attendre, hein, à savoir un match à sens unique de 5 minutes, hein, durant lequel Enzo n'a strictement rien pu faire face à la puissance de Cass. C'était de toute façon la meilleure chose à faire pour asseoir le heel turn de Cass et lancer sa carrière solo. Pas de tabassage après le match, hein, ça aurait été aussi une possibilité. Match difficile à noter, hein, il le faut bien quand même. Je lui donne donc la note que de 3,5 sur 10, hein, puisque voilà, c'était à sens unique, c'était très court. Au moins la bonne nouvelle c'est qu'on a l'impression que la feud est déjà terminée entre les deux, puisqu'on a vu aussi à Raw, ce qui n'était pas non plus une surprise, après une promo de Cass, voilà, qui narguait le public, hein, avec son How You Doing avec le sourire. Big Show est arrivé et on a eu déjà un petit peu du fritage entre les deux, donc ça va peut-être conduire à un combat à SummerSlam, c'est ce que beaucoup de gens déjà mentionnaient, hein. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, ça va être peut-être une feud intéressante pour lancer la carrière solo de Big Cass. Voilà, on passe maintenant au match suivant, un match entre Cesaro, hein, les champions par équipe, et les Hardy Boys. Donc c'était un Iron Man match de 30 minutes, hein, c'était la première fois qu'on voyait ça à la WWE. Alors première surprise, hein, avec d'entrée de jeu, hein, au bout de 20 secondes, une feinte de Cesaro, hein, qui a foncé sur Matt Hardy, mais qui ensuite glisse sous le ring, et du coup Sheamus en profite derrière avec un Brogue Kick pour déjà mener 1-0 au bout de seulement 20 secondes, donc c'était assez intéressant. On se souvient déjà du False Tag, hein, il y a quelques temps, hein, avec Cesaro, et ils nous ont refait le coup. Donc c'est bien, c'est quand même une équipe qui produit pas mal de feintes comme ça, et ils essayent quand même d'innover. J'aime bien ça en tout cas de leur part. Et là ils l'ont déjà reproduit donc très vite dans le match.
Alors heureusement que c'était d'ailleurs pas un match normal, parce que voilà, sinon ça aurait été vraiment un squash. Alors Cesaro vont même mener 2-0 après un white noise porté à la volée de la troisième corde, grâce à un nouveau bon travail de Cesaro, qui avait kické Matt hors du ring, ce qui avait empêché du coup Jeff de pouvoir faire le tag. Les Hardy Boys reviennent ensuite à 2-1 grâce à un Twist of Fate porté par Jeff. Ensuite, Cesaro mène 3-1 à nouveau grâce à un bon travail de Cesaro, qui interviendra dans le dos de Matt pour le projeter contre le poteau alors que Cesaro n'était pas l'homme légal. Ce qui a permis à Cesaro de gagner le troisième point par count-out. Ensuite, après un joli travail d'équipe de Cesaro afin d'annihiler tout changement, Cesaro se fait surprendre avec un move que je n'avais jamais vu jusque-là, à savoir un backslide de Matt Hardy suivi d'un leg drop en grand écart de Jeff qui permet de maintenir Cesaro au sol pour le compte de 3. C'était vraiment cool ce move, je l'ai trouvé très original. Donc il y avait 3-2 alors pour Cesaro. Il reste alors 7 minutes de combat. Matt arrive à porter un moonsault à Sheamus, mais Cesaro arrive à contrer le tombé d'extrême justesse. J'ai même cru à ce moment-là un botch, à ce moment-là, puisque j'ai bien vérifié, j'ai revérifié les images. L'arbitre n'avait compté que 2 et non 3, parce que j'avais cru qu'il avait compté jusqu'à 3 à ce moment-là, et que Cesaro était arrivé en retard pour son sauvetage. Finalement, Matt parvient à égaliser grâce à un Twist of Fate, mais de la troisième corde. Gros suspense alors, puisqu'il ne reste plus que 3 minutes de combat. C'est là qu'une petite polémique arrive, on va dire, avec Jeff qui arrive à porter une Senton Bomb sur Sheamus, mais Cesaro surgit et en profite pour piner Jeff Hardy pour le point de la victoire à 4-3. En effet, Cesaro ne semblait pas l'homme légal, mais en retournant en arrière, j'ai à nouveau regardé les images, j'ai vu que Matt avait porté un jawbreaker à Sheamus, qui recule alors en direction de Cesaro, et c'est là que la caméra malheureusement était mal positionnée, mais visiblement c'est à ce moment-là que Cesaro a procédé à un blind tag. Le point est donc finalement parfaitement valable, puisque finalement c'était bien Cesaro qui était devenu l'homme légal. Donc Sheamus en se prenant ce Senton Bomb, ça ne servait à rien puisqu'il n'était plus l'homme légal. Donc malgré un dernier Twist of Fate de Jeff Hardy, qui a réussi à retrouver finalement Cesaro, qui avait essayé de tuer les dernières secondes, de tuer le temps. Le temps est expiré, puisque Jeff avait tenté de couvrir Cesaro, mais c'était trop tard. Cesaro donc s'impose 4-3. Une fin d'Iron Man match classique, j'ai envie de dire, avec du suspense jusqu'à la dernière minute. Donc la WWE aime bien produire ce genre de suspense dans les dernières secondes, ce qui peut toujours paraître assez incohérent, on va dire, quand on a des matchs d'une demi-heure, voire 1 heure, et que tout se joue dans la dernière minute, alors que durant tout le match, il y a énormément de temps mort durant 10-15 minutes, et puis là, évidemment, tout se joue dans la dernière minute. C'est souvent un peu les incohérences. Mais voilà, il y a eu, en tout cas, il y a eu du suspense, c'était rythmé, c'était plutôt un bon match, donc très emballant, et avec beaucoup de ruses de Cesaro, mais notamment Cesaro, qui aurait été vraiment très malin dans ce match et très heel en fait. Je trouve que son rôle de heel a été amplifié durant ce match, parce qu'il a fait quand même beaucoup de choses pour empêcher les tags de se faire, permettre aussi à Sheamus de gagner le point, notamment avec ce count-out, et ce tombé final où il en profite un peu en rusé qu'il est, en récupérant le point, donc en pinant Jeff Hardy. En tout cas voilà, je ne voyais pas les Hardy Boys récupérer les titres, alors que la rivalité n'avait avec plus que duré entre les deux équipes, donc je ne voyais pas à nouveau un changement de titre. En tout cas, lorsqu'on a vu Raw, il semblerait que ce soit terminé maintenant entre Cesaro et les Hardy Boys, les Hardy Boys qui ont perdu un match contre le club, et dans la foulée on a vu le Revival qui les a attaqués, donc ça va lancer je pense une feud entre les Revival et les Hardy Boys, donc ça tombe bien puisque c'était une feud que je voulais voir.
Et on a vu les Hardy Boys nous vendre un petit peu la broken attitude. On a entendu les termes d'obsolete, de broken. Donc ça commence à venir. On a même cru que ça allait venir directement à Raw et ça a été un peu finalement coupé par l'arrivée du club puis du revival plus tard. J'attends de voir ce feud entre les revival et les Hardy Boys. Peut-être que ça va conduire justement à cette broken attitude que je pense beaucoup de fans attendent. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Cesaro, puisqu'ils sont champions, mais il n'y a pas pour l'instant de rival ou de rivaux. Et en plus, on sait que Sheamus va partir en tournage d'ici 15 jours à peu près. Donc je sais pas comment ils vont vendre l'absence de Sheamus, pour peut-être une attaque, une fausse blessure. On va voir comment ça se passera. En tout cas, pour l'instant, ce match était le meilleur de la soirée et je l'ai noté 7 sur 10. On passe au match suivant, match féminin, donc championnat féminin entre Alexa Bliss, la championne, et Sasha Banks. Alors, on a vu à nouveau Bliss nous faire le coup de sa feinte, du bras cassé, très spectaculaire à chaque fois. Mais malheureusement, bon, on l'avait déjà vu faire ça, donc j'ai été moins surpris que la première fois, bien que ce soit toujours spectaculaire à voir. Mais bon, c'est dommage. Même si Banks s'est quand même fait surprendre suite à cela. On a vu une Bliss assez agressive, comme à son habitude. Elle a porté un joli Sunset Flip Powerbomb, enchaîné avec un Sparkle Splash, mais contré par Banks, qui enchaîne alors avec un Bank Statement, duquel Bliss arrivera à se dégager. Finalement, Bliss l'aura joué maligne, en se laissant décompter à l'extérieur, et du coup en laissant le décompte agir. Et en pourrissant le match. Malheureusement, ça se termine comme ça. Victoire quand même surprise de Banks. Probablement donc pour donner une victoire face dans ce pay-per-view. Car potentiellement tous les heels étaient favoris dans ce pay-per-view. Fallait pas l'oublier. Donc on pouvait s'attendre quand même à une petite surprise avec une victoire face. Cela permet donc bien évidemment à la rivalité d'être prolongée. Et cela annonce probablement un match no DQ à SummerSlam, peut-être un Triple Threat, un Fatal 4-Way, en tout cas il y aura quelque chose sans disqualification probablement. Banks a d'ailleurs réclamé un rematch à Raw Talk, le post-show du pay-per-view. Et on a vu d'ailleurs après le match Banks qui était furieuse, qui a attaqué Bliss jusqu'à la table des commentateurs, qui a porté un double knee from the table. A noter aussi qu'on a vu dans le kick-off Emma demander à Dana Brooke de venir la rejoindre. Il faudra suivre ça et voir si ça a un lien avec le titre féminin. Concernant la note, c'est dommage car s'il n'y avait pas eu cette fin foireuse à la Usos, si je puis dire, avec ce match qui se termine un peu en queue de poisson, la note aurait été meilleure car le match finalement il ne fut pas si mauvais que ça. Je donnerai donc un 6 sur 10 à ce match. Match suivant, match de championnat intercontinental entre le Miz et Dean Ambrose. Alors Ambrose s'en est pris dès le début du match au mistourage pour essayer un peu de s'en débarrasser. Ce que j'ai trouvé stupide, car c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais il est en infériorité numérique, clairement. Il est à 4 contre 1, voire 5 si on compte Maryse. Le mistourage a largement le temps de récupérer durant le match, puisqu'ils combattent pas, eux ils sont à l'extérieur du ring, donc ils ont le temps de récupérer. Et en plus, en faisant ça, Ambrose s'expose forcément à un retour de bâton, donc je trouve cette stratégie totalement débile de sa part. Ambrose, on l'a vu vendre une blessure au genou pendant une bonne partie du match, de façon peut-être un peu exagérée d'ailleurs, et croira même gagner avec un Dirty Deeds, mais Maryse pose la jambe du Miz sur la corde dans le dos de l'arbitre. Finalement, après un coup dans la nuque de Bo Dallas porté de l'extérieur du ring, le Miz capitalise derrière avec un Skull Crushing Finale pour la victoire. Conservation donc sans surprise du titre par le Miz, qui va enfin pouvoir passer à autre chose, et c'est une très bonne nouvelle, puisque là on en avait un peu marre de cette feud entre le Miz et Ambrose. Et Ambrose avec la ceinture, ça n'allait pas du tout, je l'avais déjà dit. Ambrose n'a pas besoin de ceinture, ça ne lui va pas, et ses règnes ont toujours été transparents. L'attaque débile en tout cas d'Ambrose début de match sur le mistourage aura donc bien eu une incidence sur la fin du match, comme je vous le disais, avec donc cette intervention de Bo Dallas et aussi une distraction de Curtis Axel juste avant, il faut pas l'oublier aussi. Match donc globalement assez moyen, d'un niveau de Raw
qui ne mérite pas plus de 6 sur 10 pour moi. Voilà, c'était un match très très oubliable. Alors donc en ce qui concerne les incidences, hein, on l'a vu à Raw, on a vu Ambrose intervenir durant un segment des Mizes, hein, une sorte de cérémonie de prix. Finalement on a vu le Miz distribuer un peu des trophées à tout son mistourage, plus à Maryse. Et on a vu Ambrose, hein, qui s'est attaqué au Miz, un début de brawl, mais évidemment le mistourage a attaqué le Miz, donc il était en supériorité numérique, et on a vu donc par surprise Seth Rollins arriver pour sauver Dean Ambrose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ensuite en coulisses Ambrose un peu s'énerver quand même contre Rollins, en lui disant en gros tu nous as déjà trahi à l'époque du Shield, moi j'ai pas envie de revivre un Shield style, des Shield moments, tu nous l'as déjà fait à l'envers et je ne te fais plus confiance. Et comme à la fin de l'épisode de Raw, hein, on l'a vu, on a vu du coup à nouveau le mistourage arriver. Ça va être pour s'attaquer donc à Rollins qui venait de se faire battre par Bray Wyatt. Donc du coup on a l'impression que Rollins va être le futur number one contender au titre intercontinental. C'est quelque chose que j'avais envisagé, hein. Pour moi c'était Balor ou Rollins. Donc ça va être intéressant parce que moi ce que j'aimerais voir c'est justement que la relation Ambrose-Rollins continue de se détériorer à travers le titre intercontinental et que progressivement Ambrose tourne heel et qu'on ait peut-être un combat Ambrose Rollins à SummerSlam, ou alors un triple threat avec le Miz pour le titre intercontinental, ou alors un Rollins le Miz pour le titre intercontinental aussi. Mais à ce moment-là, il faudrait trouver quelque chose à Ambrose. Mais comme je ne vois pas quelque chose pour Ambrose par ailleurs, je pense que Ambrose va encore tourner malheureusement autour du titre intercontinental, à moins que on nous fasse donc un Ambrose Rollins et que le Miz s'attaque à quelqu'un d'autre, notamment Finn Balor, qui a battu Elias Samson à Raw. Donc peut-être qu'ils vont le builder aussi un petit peu et qu'on pourrait avoir une feud Miz Balor. Voilà, j'attends de voir ce qui va se passer, mais en tout cas je pense que tout va se jouer entre ces 4 hommes pour en tout cas le Miz plus ces 3 hommes, Balor, Ambrose et Rollins pour le titre intercontinental. Match suivant, match très attendu entre Roman Reigns et Braun Strowman dans un ambulance match. Alors on a vu un Strowman assez ridicule, hein, qui était sur le point de couvrir Roman Reigns. On l'a vu avoir ce petit réflexe de vouloir couvrir Reigns, alors que on sait très bien que c'était un ambulance match, donc le match ne pouvait pas se terminer comme ça. Et on a même vu aussi faire un espèce de kick-out sur un summon drop de Reigns. Donc c'est un peu un réflexe de combat finalement, de vouloir kick-out à chaque fois. Et c'était très drôle de le voir kick-out alors qu'il n'y avait pas de danger puisqu'il ne pouvait pas être couvert. C'était quand même drôle à voir. On a vu Reigns qui a porté plusieurs coups de chaise sur le bras de Strowman, qui était blessé, on le sait. Mais ensuite, on a vu Braun en mode même pas mal, s'énerver et balancer Reigns sur la rampe du ring. C'était marrant à voir. Strowman réussira même à projeter Reigns contre l'ambulance, alors que Strowman et Reigns ne passeront successivement pas loin d'entrer dans l'ambulance. Le premier gros spot du match arrive alors lorsque Reigns pousse Strowman à travers le mur lumineux. Ça a été assez spectaculaire. Reigns semble alors impuissant et étonné en voyant Braun retrouver petit à petit ses esprits en rampant. Reigns frappe alors Braun avec un projecteur, prend son élan pour porter un spear, mais Braun l'évite et Reigns finit directement dans l'ambulance, ce qui permet alors à Strowman d'en profiter et de refermer les portes de l'ambulance pour la victoire finale. C'était quand même très rapide cette victoire, j'ai été très surpris puisque le match a duré un petit peu plus d'un quart d'heure. Je m'attendais vraiment à plus de 20 minutes. Pour moi il manque vraiment 5, 6, 7 minutes de plus. Ça aurait pu vraiment aller encore plus loin. J'ai été déçu par cette fin, vraiment surpris. Même si on a eu du rap derrière, on a vu Reigns qui est arrivé après derrière, qui a rouvert les portes
de l'ambulance qui est arrivé à surprendre Braun en sortant donc de l'ambulance et en lui portant un spear. Après on a vu Reigns qui s'était énervé en frappant Braun avec la porte plusieurs fois, comme c'était une scène qu'on avait déjà vue, hein, qui envoie Strowman dans l'ambulance, monte à l'avant, balance le chauffeur à l'extérieur. Il arrive alors dans le parking, hein, il conduit l'ambulance jusque dans le parking, fait une grosse marche alors en arrière, en défonçant l'arrière de l'ambulance contre une structure en métal, enfin une espèce de camion sans roue en métal. Reigns se barre alors, Angle arrive horrifié, on essaie de sortir Braun, mais personne n'y arrive, hein, pas même Jamie Noble avec son pied de biche. Braun ne répond pas aux appels qu'on lui fait. Voilà, donc on arrive à ce moment-là, on s'arrête à ce moment-là. Le match aura donc été pas mal dans son ensemble, brutal comme on pouvait le prévoir, mais je l'ai quand même donc trouvé bien court. Il manquait donc, comme je vous disais, ces 5-6 minutes de plus qui auraient permis à ce match de monter en dramaturgie, et la façon dont s'est fini le match n'était pas très convaincante. J'aurais préféré que Reigns, quitte à perdre, soit vraiment démoli et mis KO avant de finir dans l'ambulance, tandis que là il y a filé tout droit, hein, sans coup, sans rien. Alors évidemment, hein, s'il avait fini KO, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu derrière, hein, je comprends bien, mais c'est pas le genre de fin que j'attends dans un ambulance match, quoi. J'attends quelque chose de plus stiff, de plus brutal, avec du sang, voilà, on a eu des chaises, mais je m'attendais plus, peut-être des chaises, mais peut-être plus des tables, des échelles, des kendo sticks. Ça aurait pu aller dans les matériels techniques, pyrotechniques, écrouler la table, enfin faire quelque chose. Il y a eu une tentative, hein, de Braun, hein, qui a voulu faire un powerbomb sur la table des commentateurs. Bon, voilà, Reigns avait finalement esquivé, mais ça aurait pu aller encore plus loin. Donc j'étais un peu déçu et un peu frustré par la fin. Même s'il y a eu la volonté quand même de nous raconter une histoire après le match, donc c'est salutaire quand même. Je lui donne quand même la note de 7 sur 10, donc quand même la même note que j'avais donné comme le meilleur match, c'est-à-dire le match tag team. Alors ensuite on a eu quand même une surprise avec un match bouche-trou et imprévu, organisé entre Kurt Hawkins et Heath Slater, avec un Heath Slater qui m'a fait marrer avec une tête horrifiée, hein, après, qui est arrivé comme ça, très surpris, après sûrement horrifié après ce qu'il venait de voir après l'accident de Braun. Je me demande même si il était au courant qu'il allait combattre. J'avais l'impression qu'il a été averti à la dernière minute, et en tout cas s'il a joué le truc, c'était bien joué, je trouve. Alors autant, mais après voilà, je trouve, j'ai pas vu beaucoup d'intérêt à faire ce match. Autant enchaîner directement avec le main event, hein, d'autant plus qu'on avait dépassé les 2h30 de show à ce moment-là. Ça pouvait alors annoncer d'ailleurs un Lesnar Joe assez court, le fait de caler ce match, ce qui ne me rassurait guère à ce moment-là du show, hein. À ce moment-là, je me demandais pourquoi mettre un match aussi random et useless plutôt qu'un Balor Simpson ou un Goldust R-Truth. Mais finalement, on comprend mieux alors lorsqu'on voit en parallèle des images pendant le match, hein, des images d'une dépanneuse de l'US Air Force débarquer dans le parking. C'est là que j'éclate de rire, hein, puisque le match est carrément passé au second plan. On ne voit plus d'image du match. La caméra s'attarde à ce moment-là sur le parking, et que pendant ce temps-là, on tend l'oreille, on entend la cloche sonner et l'annonceuse qui proclame la victoire de Slater. On n'a rien vu du tout. C'était vraiment formidable de nous balancer un match bouche-trou dont on n'aura même pas vu la fin. C'était super. Aucun respect pour les deux lutteurs. Franchement, si c'était pour nous faire ça, c'était pas la peine. Ils auraient pu, je sais pas, montrer les commentateurs, revenir sur le panel. Ils auraient pu, franchement, meubler autrement. En plus, voilà, ça a duré à peine 5 minutes. Ils pouvaient largement faire ça. En plus, ils pouvaient mettre après la promo du Lesnar Joe dans la foulée. Ça faisait l'affaire. Alors ensuite, donc, on a vu avant le main event un nouveau segment, donc par rapport à ce qui s'était passé avec l'accident de Braun. On a vu Angle, hein, qui était très inquiet aux côtés de Jamie Noble. Les dépanneurs arrivent finalement à ouvrir la porte
et Braun est bien en vie, hein, finalement, groggy, hein, bien évidemment, et ensanglanté. Il demande alors à ce qu'on le laisse seul, sans assistance médicale, et s'enfuit dans le parking en boitillant un peu, hein. Très étonnant, personne ne s'occupe de lui, on le laisse s'enfuir. Bon, ok. Une scène qui va quand même donner encore plus de hits, hein, et de popularité à Braun, hein. Comme je vous le disais, pour moi, Braun c'est quasiment le top face maintenant de Raw. C'est étonnant, mais je trouve que ça va encore plus lui donner ce rôle-là. Et encore plus, au contraire, de réactions négatives envers Reigns, hein. J'ai l'impression qu'il a fait... On pourrait presque parler de double turn, hein, finalement. Reigns qui pourrait être encore plus haï après cet accident qu'il a provoqué. Et Braun, pour qui on pourrait avoir un peu de compassion après cet accident. Et même un peu de... J'ai envie de dire... beaucoup d'admiration, finalement. Pour sa résistance et le fait qu'il ait résisté à cet accident terrible, et puis le fait de ne pas avoir demandé d'assistance médicale. On pourrait se dire waouh, ce gars là il est badass quoi, le mec il demande rien, il se casse comme ça alors qu'il est ensanglanté et tout quoi. Donc ça peut vraiment continuer à donner du hit à Strowman, et c'est quand même, je trouve, une bonne chose. Et je trouve qu'il progresse, en tout cas, Strowman, depuis ce brand split. Hein, c'est l'un des grands bénéficiaires du brand split, je trouve. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est quand même hallucinant, parce que ce qu'ils sont en train de faire avec Strowman, c'est ce qu'ils auraient finalement dû faire avec Reigns, en quelque sorte. Ils ont tout fait, finalement, en dépit du bon sens, hein, au final. Ils auraient pu tout à fait... à travers cette feud Strowman-Reigns, ils auraient pu tout à fait faire ça dans l'autre sens finalement, avec justement Strowman qui défonce Reigns comme ça avec l'ambulance, Reigns ensanglanté, qui demande pas d'assistance, et du coup ils auraient pu inverser les rôles, et là on aurait eu un Braun haï et un Reigns au contraire pour qui on prend un peu plus fait et cause et pour qui on est un peu plus de compassion. Et là, on aurait peut-être pu enfin avoir, en tout cas c'est ce que semble vouloir Vince, avoir justement ce retournement et justement un peu plus cette cote d'amour pour Reigns qui aurait pu grimper. Donc c'est dommage d'avoir fait ça dans l'autre sens. Alors à moins qu'ils veulent changer les plans et que finalement on laisse tomber ce côté top face pour Reigns, mais en tout cas les choses sont quand même de plus en plus claires. Braun prend encore de l'ampleur et je pense qu'on va encore le revoir à SummerSlam, parce qu'avec ce qu'on a vu à Raw, hein, puisque Angle a annoncé dans le prochain Raw un Reigns versus Joe en number one contender match pour le titre de Lesnar à SummerSlam. Désolé, je viens de spoiler le résultat de Lesnar, mais de toute façon vous le savez tous. Et il faudra à mon avis s'attendre à ce que Braun arrive et interfère dans le match, ce qui fait que on va probablement avoir un triple threat voire un fatal four way avec ces 4 hommes à SummerSlam, puisque je pense je serais très étonné qu'on ait déjà le match, enfin le main event de SummerSlam déjà booké à un mois à l'avance. Ça me semble trop tôt et je pense qu'il va se passer encore des choses autour du titre universel. Voilà, on va passer maintenant au main event entre Samoa Joe et Brock Lesnar. Titre universel en jeu, bien entendu. Alors que Paul Heyman faisait une petite promo, hein, on a vu Joe en profiter tout de suite pour attaquer Lesnar dans le dos avant que la cloche ne sonne. A projeté aussi Lesnar directement sur la table des commentateurs mexicains, hein, qui s'est écroulé. Ça a été déjà... c'est parti très fort. On a vu ensuite Lesnar enchaîner 3 German suplex sur Joe, mais pas la 4e, puisque Joe porte alors un low blow avec sa jambe, hein, sur Lesnar dans le dos de l'arbitre. Joe arrive alors à porter une coquina clutch, mais Lesnar arrive à s'en dégager avec un sidewalk slam. Lesnar porte alors ses 4e, 5e et 6e German suplex, tente ensuite un F5, mais Joe arrive à le contrer par une coquina clutch à nouveau. Lesnar semble faillir alors, il devient même un peu violet, mais la position dans laquelle se trouvait Joe donnait quelque peu une indication sur ce qui allait se passer, et en effet, Lesnar a réussi à porter Joe sur ses épaules en Fireman's Carry pour ensuite enchaîner avec un F5 de la victoire, le F5 de la victoire, donc victoire sans surprise de Lesnar
dans un match quand même très court, hein, d'à peine plus de 6 minutes. Je suis très déçu hein, par ce match, car je pensais qu'on aurait eu un match d'environ un quart d'heure. C'est quand même assez énervant à la longue de voir non seulement un Lesnar part-timer, mais en plus qui nous fait des matchs très courts, les rares fois où il nous fait l'honneur de monter sur le ring. Joe, là, certes, n'a pas été ridicule hein, durant le peu de temps qu'a duré le match, mais vu le build-up qu'il y a eu autour de ce match, ce bon build-up en plus, et la menace que représentait Joe, et le résultat qui est forcément décevant, oui, c'est vraiment dommage. On aurait voulu une grande bagarre, et au final, je n'aurais vu qu'une petite baston de rue, une petite bagarre de rue, vite fait bien fait quoi. Joe qui se prend up un F5 est terminé, aucune résistance, pas de kick-out, rien. C'est quand même très light. Ce que je comprends pas, c'est que faire des matchs squash, on va dire, enfin un peu courts, avec Goldberg, je comprenais, puisque voilà, Goldberg, il avait pas la condition physique, il avait pas le cardio nécessaire, donc on comprenait bien que voilà, il pouvait pas faire des matchs longs. Mais Joe, il a pas ce problème-là, lui, il peut tenir les matchs. Il peut tenir, il peut faire 15-20 minutes sans problème. Donc pourquoi continuer à faire des matchs courts comme ça? Joe mérite pas ça, clairement pas. Alors j'espère qu'il va faire quelque chose, en tout cas qu'il sera encore dans la lutte pour le titre universel à SummerSlam, donc comme je vous disais, dans un Fatal 4-Way ou dans un Triple Threat, parce qu'il le mérite, et ce serait quand même dommage de foutre Joe à la poubelle. En plus, il est vraiment bon en promo. On l'a vu dans le dernier Raw, hein, il a trash-talké Lesnar et même et Owens. C'était vraiment superbe, un très bon segment. Donc j'ai envie de revoir Joe dans la course au titre universel. La note du match, hein, 5,5 sur 10. Pour moi, un match indigne d'un main event de pay-per-view. Voilà, de toute façon, là, des bons matchs de Lesnar, je n'en vois plus. J'en ai marre. C'est trop court. C'est que des German, F5 German. Il n'y a rien. C'est trop répétitif. Et j'en ai ras-le-bol, quoi. Il faut changer, il faut un nouveau champion. J'espère qu'à SummerSlam ce sera terminé, et surtout qu'on ne se tape pas un Lesnar champion jusqu'à WrestleMania 34. Ça, c'est mon vœu. Alors en ce qui concerne le bilan du pay-per-view, alors on savait certes que Great Balls of Fire était un pay-per-view de transition avant SummerSlam, mais la carte laissait tout de même la place à de bonnes choses, et au final il n'y a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. L'Iron Man match et l'Ambulance match auront été les matchs les moins pires de la soirée, mais avec une note de 7 sur 10 chacun. Donc si aucun match ne dépasse cette note, c'est forcément que le pay-per-view a été faible dans son ensemble. Au moins dans ces deux matchs, il y aura eu l'effort de nous raconter une histoire, particulièrement l'Ambulance match, qui aura fini en fil rouge jusqu'avant le main event. Alors pas mal de frustration globalement, avec la fin du match féminin, et ce count-out, la fin de l'Ambulance match trop rapide, et Joe qui se fait battre trop vite aussi et trop facilement. Ma note globale pour ces pay-per-view, 6,5 sur 10, un pay-per-view certes historique puisque c'était le premier du nom, mais dans son contenu, un pay-per-view qui ne restera pas dans les annales pour moi. Donc vivement SummerSlam, j'attends maintenant la build-up autour de SummerSlam, qui va durer tout un mois maintenant. Donc on a encore le temps de voir les feuds, les différentes feuds prendre du relief. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Voilà pour ce que je pouvais dire sur Great Balls of Fire. Voilà, j'ai essayé de faire un espèce de regroupement avec Great Balls of Fire plus un peu ce qui s'est passé à Raw. Ça permettait de faire un package. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view. Likez, commentez, partagez, etc. etc. Vous connaissez le principe. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à interagir avec moi. On se retrouve très vite, bien entendu, pour parler bientôt, je pense, de Battleground, puisque ça va arriver très vite. Ça va être déjà dimanche de la semaine prochaine. Donc il y aura les pronostics. En attendant, passez un bon week-end, une bonne fin de 14 juillet. Et j'espère que vous allez bien vous reposer. Et d'ici là, bien entendu, il ne faut jamais oublier
Vive le catch! Bordel de merde! Ciao!